C'est vraiment, je vais te pousser jusqu'à temps que tu craques. Israël Adesanya qui s'effondre, c'est le vomi, hein, c'est le vomi, c'est le vomi. Une sorte de superset crunch vomi. David est à l'aise, quoi, il fait sa petite balade en vélo. L'économie d'énergie, c'est un facteur qui est souvent plus important que la capacité à produire de l'énergie. Faites ça régulièrement, vous êtes plus en forme que la plupart des gens. Israël Adesanya, multiple champion UFC, légende de l'UFC. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup besoin de travailler son mental. Il a prouvé au cours de sa carrière que mentalement, même je dirais que c'est plutôt l'inverse même. Adesanya, mentalement, c'était un des plus forts à l'UFC. Alors effectivement, là, il a essuyé quelques défaites. Mais souvent, les défaites, elles viennent avec l'âge, les blessures, la fatigue. La nouvelle génération qui arrive aussi, qui est souvent plus aboutie techniquement. Mais mentalement, quelqu'un qui a autant de combats que lui, c'est-à-dire plus de 100 combats, qui était presque champion du Glory, donc l'un des meilleurs kickboxers au monde, 6-7 fois champion UFC, qui a battu tout le monde dans la division, légende de la division. Mentalement, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui ait beaucoup de soucis. Mais on va voir ce qu'il propose David Goggins. Là, pour l'instant, ça commence avec un petit footing. Je ne sais pas dans quel état, peut-être l'Arizona, l'Utah. Il fait bien chaud, peut-être Vegas. Ouais, Las Vegas, ils viennent de le préciser. Donc on est sous une bonne chaleur. Hein. Et ce qu'on sait, c'est que la régulation thermique, donc la régulation de la chaleur, on n'est pas tous aussi bons à ça. C'est-à-dire qu'il y a des profils qui sont très bons, qui transpirent beaucoup. Il y a des profils qui ne sont pas bons. La transpiration, le but, c'est d'évacuer de l'eau pour pouvoir diminuer la chaleur interne, un peu comme une cocotte minute. Donc on n'a pas tous la même capacité et il y a aussi une forme d'acclimatation. C'est-à-dire que plus on passe du temps au soleil et à le faire au soleil, plus son corps est bon à réguler la chaleur comme ça. Et là, tout de suite, on voit sur le début d'un footing, qui n'est pas un footing à intensité très élevée, mais déjà on a Adesanya qui est en retard par rapport à Goggins. Il faut savoir aussi que les combattants MMA de manière générale, ce n'est pas comme les combattants de boxe anglaise ou de boxe pied-point qui font énormément de footing. En MMA, il y a une demande musculaire qui est plus importante, il y a besoin de plus de force, et donc en général, il y a moins de footing. Le footing, c'est une activité d'endurance qui est très intéressante pour les sports de percussion, les sports où on frappe, donc la boxe anglaise, le Muay Thai, le kickboxing de manière générale. En MMA, on utilise des méthodes un peu plus hybrides, un peu comme en lutte, où on utilise le rameur, on utilise l'assaut bike, avec une résistance musculaire qui est plus importante. Parce que le footing, c'est intéressant, ça fait monter le cœur beaucoup, c'est intéressant pour l'élasticité des tendons, ça permet de mieux rebondir et on a besoin de beaucoup de déplacements dans le striking, moins de déplacements dans la lutte. Les lutteurs, ils ont les pieds plus à plat, mais ils frappent plus fort aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'il est essoufflé. Et lui, ce qu'il dit, c'est aussi une sensation dans les jambes de douleur. Donc ça, on appelle ça l'endurance musculaire locale. C'est-à-dire que ces jambes, elles ont du mal à s'oxygéner suffisamment et donc à produire l'énergie. De manière locale, il y a une faiblesse d'endurance. Et parfois, on peut être bon au niveau systémique, c'est-à-dire le cœur et les poumons fonctionnent bien. Mais localement, la gestion de l'endurance locale, elle est plus compliquée. Et l'endurance musculaire locale ou spécifique, elle se travaille beaucoup en spécifique. C'est-à-dire que tu peux être, par exemple, si tu es un marathonien, tu vas être très bon sur l'endurance du marathon, mais si je te fais faire de la boxe anglaise, tu vas avoir tout de suite très mal aux épaules, parce que c'est notre endurance. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce type d'entraînement, il est intéressant loin du combat, il est intéressant peut-être pour l'aspect mental, mais pour développer vraiment l'endurance spécifique du combat, ce n'est pas ce qu'on utilise. Donc dans les 6 à 8 dernières semaines, on utilise d'autres méthodes qui sont beaucoup plus spécifiques, qui ressemblent beaucoup plus au combat. Donc là, ils sont partis sur un assaut bike maintenant. Deuxième exo. Donc là, il y a un travail musculaire des jambes, mais il y a un travail aussi musculaire des bras pour pousser et tirer. Et souvent, il y a une fatigue du dos aussi qui est associée avec le fait de tirer, avec des muscles posturaux qui ne sont pas forcément habitués à tirer autant. Et souvent, le facteur limitant dans ce type d'exercice, ce n'est pas nécessairement le cœur, ce n'est pas nécessairement les poumons,
Et c'est plutôt les muscles qui arrivent à saturation. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à bouger les muscles. Surtout là sur des intensités qui ne sont pas très intenses comme ça, on voit que ça ne va pas très très vite. Mais je pense que si ça ne va pas vite, c'est certainement qu'il y a une résistance qui est assez élevée. Intéressant tout de même, c'est qu'on voit Adesanya, qui est un grand champion, qui est un grand sportif. Adesanya, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il contrôle son énergie, il contrôle sa douleur. Il a un retour par rapport à ça qui est précis. Il n'est pas dans un mode de panique où il respire très fort, etc. Il essaie vraiment de contrôler tout ça. Donc forcément, le temps va déterminer la fatigue. Donc là, on fait durer le temps, on fait durer le temps. Ce que je constate malgré tout, c'est que effectivement, Adesanya, il fatigue. Mais Goggins, qui lui est certainement beaucoup plus habitué à ce type de travail, lui aussi, il est en train de fatiguer. Hein. C'est important de pouvoir s'entraîner avec un partenaire qui va nous pousser jusqu'au bout, jusqu'à ses limites, surtout quand on a un esprit qui est très compétitif. On ne va pas se contenter juste d'aller au bout de l'effort, on va aller au bout de soi-même pour se dépasser. Et souvent, on va trouver des limites qu'on ne se serait pas trouvé tout seul. Là, on a Israël Adesanya qui s'effondre. Donc ça, hein, c'est typique de la fatigue qu'on appelle systémique. Hein. Tu t'effondres, c'est après un entraînement de crossfit, tu t'effondres sur le sol. C'est tout ton corps qui est fatigué. Alors que si je te fais faire des rotations d'épaules comme ça, quand tu as fini, tes bras tombent, mais ce n'est pas tout ton corps, tu ne vas pas t'effondrer. Là, vraiment, je suis fatigué de tout le corps, j'en peux plus, je m'effondre, je m'allonge sur le sol. Et probablement une envie de vomir qui est souvent provoquée par l'accumulation de lactate. Et donc, le système de vomir, hein, c'est simple. Hein, j'ai quelque chose dans mon corps que j'ai du mal à supporter. J'évacue cette chose-là et c'est pour ça que je vomis. Hein, donc, le classique de vomir, c'est souvent des efforts très intenses avec une grosse production de lactate. On sait aujourd'hui que le lactate, il aide à produire de l'énergie, mais malgré tout, la production de lactate et d'ions H+, qui sont associés, ça provoque quelque chose dans le corps qui fait qu'il y a un moment, il a envie d'évacuer des choses et donc il évacue par le biais du vomissement. Donc, il a fait footing, assaut bike. Maintenant, il passe aux escaliers. C'est une séance, il n'y a rien de spécifique au MMA. Hein, et j'ai l'impression qu'il aurait pu faire cette séance à n'importe quel influenceur, à n'importe quelle personne, de n'importe quel sport. Tu vois, il n'y a pas de réflexion ni en termes de durée, ni en termes d'intensité. Il n'y a rien de spécifique au MMA. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je peux reprocher à tous ces gens qui viennent d'autres disciplines et qui viennent s'immiscer dans le MMA, c'est de ne pas forcément comprendre les enjeux internes de la discipline. C'est-à-dire que le MMA, c'est très spécifique. La gestion du cardio en MMA, elle est très spécifique. Il y a deux choses dans cette gestion du cardio. Il y a la production d'énergie, et ça, effectivement, tu peux le travailler en dehors du MMA, à quel point ton corps il est capable de générer de l'ATP, mais il y a aussi l'utilisation de l'énergie. Et l'utilisation de l'énergie, ou ce qu'on appelle en termes scientifiques l'économie d'énergie, c'est un facteur qui est au moins aussi important, voire souvent plus important que la capacité à produire de l'énergie. Et c'est pour ça que souvent, on voit des vétérans, tu vois, quand tu es dans un club, tu as un mec qui va arriver, il a 40 ans, c'est un mec qui était pro il y a 10 ans ou il y a 15 ans, et il a plus de cardio que tous les petits jeunes. En fait, ce n'est pas qu'il a plus de cardio, c'est juste qu'il gère tellement bien son énergie et tellement d'un point de vue technique, tactique, il est efficient, que lui, il dépense très très peu d'énergie. Et donc, forcément, il n'est pas essoufflé. Et donc, Adesanya, si tu regardes sa carrière, il y a très peu de combats où il a été essoufflé. Globalement, il était toujours un petit peu au-dessus de ses adversaires. Pourquoi? Parce qu'il a une gestion de son énergie qui est très très bonne. Donc, encore une fois, ce type d'entraînement fait une fois comme ça, aucun souci. C'est des choses qu'on peut faire pour se dépasser, comme des stages qu'on va faire, stages à la montagne, stages aquatiques, etc. Maintenant, de manière régulière, être sous la gouvernance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique qui ne connaît pas du tout le MMA, je pense que c'est globalement une très mauvaise idée. La question du burn-out, elle est très intéressante parce qu'il ne faut pas oublier qu'un combattant de MMA, dans la semaine, il a 8 à 10 entraînements. Et donc, s'il fait un entraînement comme ça, comment il fait pour s'entraîner le deuxième entraînement de la journée, puis l'entraînement du lendemain, puis l'entraînement du surlendemain, etc. Donc, il y a une gestion d'énergie, ce qu'on appelle la programmation, la planification, dans la semaine, de façon à ce qu'on puisse maximiser le nombre d'entraînements qu'on a. Parce que si je donne tout au premier entraînement, je fais un entraînement de 3 heures, et que je ne peux plus m'entraîner du tout jusqu'à jeudi, j'ai perdu beaucoup de sessions d'entraînement et donc beaucoup d'unités de progression.
Hold on 10 seconds. Donc là, ils sont sur les escaliers. Il y a de la fatigue, hein. Et ce qu'on voit, et c'est intéressant, c'est qu'avec la fatigue, il y a des changements posturaux. C'est-à-dire que j'exécute bien un geste, et quand la fatigue arrive, ce sont d'autres fibres qui prennent le relais, souvent les fibres lentes ou les fibres intermédiaires. Et donc ce geste que j'effectuais bien, je ne le fais plus bien. Donc là, par exemple, il marche, donc c'est un geste qu'il maîtrise totalement, mais sa posture, elle est cambrée comme ça, enfin elle est voûtée plutôt comme ça. Ses jambes, elles sont un petit peu écartées. Sa posture, elle est plus idéale en fait pour la marche. Et donc, non seulement il est déjà fatigué, mais en plus, chaque mouvement qu'il va faire va lui coûter encore plus d'énergie que les mouvements précédents. Alors que David, il est tranquille, il est bien, il est content. Il est venu pour ça. J'aimerais bien qu'il fasse la revanche en sport de combat. Ça, ce serait intéressant. Le premier tour chez David Goggins, et après le deuxième tour, David Goggins, il va dans la cage contre Adesanya et on voit c'est qui fatigue en premier. J'ai ma réponse. Hein. Et tu vas travailler à avoir un geste qui est efficace et efficient en situation de fatigue. Ça, c'est le haut niveau. Le bas niveau, c'est je suis fatigué, je mets un coup de poing comme ça. Le haut niveau, c'est je suis fatigué, je continue à mettre mon coup de poing de la manière la plus propre possible. Et ça, c'est une grosse différence entre le bas et le haut niveau. Donc là, c'est l'effondrement. Là, Adesanya, il n'en peut plus du tout. Je crois que d'un point de vue local, les cuisses, les mollets, il n'en peut plus. Donc comme il n'en peut plus, David lui propose de refaire un peu d'assaut bike pour vraiment aller au bout. Donc oui, sur l'aspect mental, hein, je te pousse physiquement pour que je te pousse mentalement. Et je te pousse, si je dois trouver des avantages à ça, hein, je te pousse dans une situation qui n'est pas dangereuse. Dans le sens où tu fais de l'assaut bike, c'est pas comme si je te pousse en combat, avec plein de partenaires différents par exemple, il y a un moment où tu peux prendre un mauvais coup. Là, tu ne vas pas te blesser. Donc ça, c'est un des avantages de ce qu'il propose. Il a vomi, je crois. Il a vomi. Alors, on en parlait, il a vomi. Et en fait, limite, il se fait lui-même vomir. Parce qu'il y a une telle sensation d'inconfort que c'est plus confortable pour lui de vomir que de ne pas vomir. Sur ce type d'exo, plus tu es lourd, plus tu es explosif, plus tu es puissant, plus tu as une grosse masse musculaire, plus tu as de chances de vomir. Plus tu es petit, moins tu as de masse musculaire, plus tu vas être endurant. Il y a une raison pour laquelle tu n'as pas de marathonien qui fait 105 kg. Ça n'existe pas. Enfin, de marathonien compétitif. Tu peux faire un marathon à 105 kg, mais tu ne peux pas être compétitif face à des mecs qui font 60-70 kg. Donc là, c'est le vomi, hein, c'est le vomi, plusieurs fois. Et David, il est à l'aise, quoi. Il fait sa petite balade en vélo. Il est bien. C'est la belle vie. Là, forcément, après tout ça, et cette fatigue des jambes, si je te faisais faire un peu la chaise, on y va. Alors, par contre, ça prouve un truc qui est super intéressant, et ça, c'est quelque chose que moi, je répète souvent. J'entends parfois des gens qui disent « Oui, mais je n'ai pas accès à une salle de sport, je n'ai pas les moyens, etc. » Là, il a fait footing. Assaut bike, ok, il y a besoin d'une machine, mais footing, il n'y a pas besoin de machine. Ensuite, il a fait des escaliers, il y a des escaliers partout. Et ensuite, là, il est en train de faire la chaise. Donc, c'est que des choses que vous pouvez faire chez vous, à la maison, tranquillement. Okay, pas forcément la routine de David Goggins, hein, mais si vous voulez progresser en termes d'endurance et vous voulez utiliser, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour devenir plus musclé, plus endurant ou même plus fort. Ok, donc là, tout ça, maintenant, on passe aux tractions. Donc là, c'est intéressant parce que c'est vraiment autre chose. Par contre, là, tout ce qu'on a eu avant, la fatigue des jambes, la fatigue de l'endurance, etc., on l'a pu, on a les tractions. Alors là, ce qu'on se rend compte surtout, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être très fort en traction pour être champion des sports de combat, surtout quand on est un striker comme Adesanya, parce que bon, les tractions, elles ne sont pas ouf. Donc déjà, il fait des tractions qui sont supination, donc souvent un petit peu plus faciles. Et puis ensuite, il ne descend pas complètement, il ne remonte pas complètement, il cède un petit peu des jambes. Donc ça, c'est plein de signes que je pense qu'il ne fait pas souvent des tractions dans son entraînement. Les boxeurs thaï, souvent, ils font des tractions comme ça.
en supination parce qu'il y a un côté proche du clinch taille. Donc il y a cet aspect-là. On voit que Goggins il fait des tractions un petit peu… c'est des belles tractions, quoi. Il descend bien, il remonte bien, il y a vraiment une belle exécution technique. Et c'est solide sur les tractions. Je ne sais pas combien il en fait. J'ai l'impression qu'il en fait entre 5 et 10. Et là, ils font quelque chose qui est classique, mais que vous pouvez reproduire vous aussi à la salle. Hein. Quand vous allez avec un partenaire, vous mettez à 2 sur la barre de traction, vous pouvez alterner. Et moi, ce que je recommande même souvent, pour gagner du temps à la salle de musculation, c'est d'alterner plusieurs exercices. Le grand classique pour gagner beaucoup de temps, c'est l'antagoniste en superset. Donc, vous faites du développé couché, des tractions. Et donc, vous sollicitez 2 muscles qui sont antagonistes, qui sont le dos et les pecs, donc qui ne sont pas les mêmes muscles. Et ça vous permet, pendant le temps de récup, de travailler un autre muscle et donc de gagner du temps sur sa séance de récupération, sur sa séance de musculation. Et quand on fait ça, vraiment, on peut avoir une séance de musculation qui est très, très, très efficace entre 30 et 45 minutes. Le mythe de il faut passer 5 heures à la salle par semaine pour progresser, c'est n'importe quoi. 45 minutes, 2 fois par semaine, allez 3 fois si vous avez l'occasion de le faire. Vous pouvez énormément progresser et être plus en forme que 95% de la population. Surtout si c'est adapté à une hygiène de vie comme d'habitude qui est bien, récupération, alimentation. Donc là forcément on est sur l'échec, sur les tractions. Donc il n'a plus la capacité de contracter le muscle suffisamment pour remonter. C'est un mélange du niveau de force et encore une fois de l'économie d'énergie parce que quand on fait beaucoup de traction, on habitue son corps et son corps sait recruter les bons muscles pour faire la traction. Et donc la traction elle nous coûte moins d'énergie. Et quand on est plus fort, chaque traction nous coûte moins d'énergie parce qu'on a plus de force dans les muscles de la traction, c'est-à-dire le biceps, le deltoïde postérieur et puis aussi tous les muscles du dos. Grand dorsal, les rhomboïdes, etc. Maintenant, on passe sur du crunch. On a une routine qui est très militaire, hein, mais qui a fait ses preuves pour de la préparation physique générale. L'armée, les pompiers de Paris, c'est quoi leur routine? De la musculation, des pompes, des squats, des fentes, des tractions et ensuite du footing. Donc, sur une routine comme ça, on est encore une fois plus en forme que 99% de la population. Okay, dips, pompes, squats, à vide, fente, traction et du footing pour le cardio. Et vous faites ça régulièrement, vous êtes plus en forme que la plupart des gens. Donc là, on a du crunch classique. Donc remonter pour travailler les abdominaux, les grands droits notamment, donc ceux qu'on voit, la tablette de chocolat. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de muscles abdominaux. Si on veut travailler pour les sports de combat, il faut les travailler aussi beaucoup en rotation. Il faut les travailler en remontée, ok, c'est une chose. Il faut les travailler en rotation, il faut les travailler avec une résistance pour avoir de la force abdominale. Voilà, plein de variantes. Il n'y a pas que le crunch qui est intéressant. Donc du crunch, du crunch, du crunch. Un peu de vomi. C'est une sorte de superset crunch-vomi, crunch-vomi. Et voilà. Et ensuite, on alterne avec, encore une fois, un petit peu de vomi, un petit peu d'escalier. Je pense que la séance de David Goggins, elle est vraiment pas programmée. C'est vraiment, je vais te pousser jusqu'à temps que tu craques. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre. Il a une idée globale des exercices qu'il va utiliser. On sent le mec qui a fait l'armée. Je ne connais pas exactement son passif, mais voilà, on sent l'entraînement militaire. Et là, on arrive dans le bain froid. Peut-être que l'entraînement est terminé. Bain froid, récupération. Attention, de toute façon, on a déjà fait des vidéos sur le bain froid, mais attention, sur l'hypertrophie, ça peut limiter l'hypertrophie. Attention aussi, c'est des techniques qu'on utilise beaucoup dans des moments où on enchaîne les entraînements. Donc des grosses périodes d'entraînement ou des grosses périodes de compétition, typiquement des tournois, on a des combats tous les jours, très intéressants. Maintenant, si tous les jours après votre séance de musculation, vous faites du bain froid, probablement que vous diminuez vos effets sur l'hypertrophie, sur la prise de masse musculaire. Et donc attention aux techniques de récupération. En plus, il y a une forme d'accoutumance. Et donc plus vous les utilisez, moins ils sont efficaces.
l'utilisation du bain froid, diminution de la chaleur, donc forcément il va récupérer plus vite, récupérer dans le sens prêt à faire un autre effort. Je pense qu'il y a aussi le côté mental de je te mets dans un bain froid et puis on va voir comment tu le supportes, comment tu acceptes le stress d'un élément que tu n'aimes pas. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de bienveillance, c'est-à-dire tiens, je vais t'aider à mieux récupérer. Mais on remarquera que David Goggins, lui, il ne rentre pas dans le bain froid. Voilà, il dit qu'il était très musclé avant de commencer tous ces programmes d'endurance et du coup d'être moins musclé quoi, et plus fit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le poids, c'est un gros handicap sur l'endurance puisque chaque mouvement qu'on fait nous coûte plus d'énergie. C'est un gros handicap sur l'endurance et sur la récupération, sur les deux. Bon, ce qu'on a vu, c'est un entraînement classique de l'armée dans lequel on essaie de pousser le mental au bout au travers de l'exercice physique. Donc on a eu du footing, on a eu de l'assaut bike, on a eu des escaliers, on a eu des tractions, on a eu des crunchs. Donc, des exercices qui sont relativement simples, mais sur lesquels, quand on les accumule dans la durée, avec des intensités qui sont modérées, on arrive à craquer, on dépasse son seuil d'endurance et donc on fait très mal à son corps. C'est quelque chose qui peut être utilisé dans le cadre d'un stage. C'est quelque chose que je recommande d'utiliser avec beaucoup de précautions, notamment pour tous ceux qui sont compétitifs, parce que à haut niveau, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie et on ne peut pas se permettre de perdre des jours et des semaines d'entraînement à cause de blessures ou à cause de fatigue extrême comme ça. Donc pour le travail mental, peut-être une fois de temps en temps, le dépassement mental, mais surtout pas en termes de routine d'entraînement pour progresser.